On ne vous entend pas. Bonjour. Oui. On y va? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter. C'est Laurent en face. Donc bonjour Christophe, bonjour Serge. La salle vous Bonjour. écoute. On va y aller. Oui, donc Christophe et Didier, donc moi je suis CTO pour la partie Internet des objets et avec un fort focus sur l'industrie, donc on appelle l'industrie 4.0 chez IBM France. Donc Serge Bonneau, responsable technique chez IBM Europe du secteur industriel. Très bien. Alors, Bien. vous allez nous expliquer ce que c'est la 5G, nous donner un petit peu d'historique. C'est quoi la 5G alors? Voilà, tout à fait. Alors, on a prévu avec Christophe un agenda composé d'un certain nombre de parties qui sont à l'écran. Donc, on va tout de suite parler de la 5G. Donc, la prochaine génération de technologies mobiles pour les réseaux télécoms. Je ne refais pas l'historique sur les générations précédentes. Beaucoup d'attentes en termes bien sûr de performance, d'accroissement de la bande passante. Des concepts très innovants comme ce qu'on appelle en anglais le slicing, qui vont permettre d'attribuer des morceaux de bande passante de manière garantie à des consommateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque la bande passante est mutualisée. Autre capacité attendue, la latence, et puis des attentes aussi sur la réduction de la consommation énergétique et des ondes électromagnétiques. Bon. Tout cela, ça sera apporté par les opérateurs. Les opérateurs sont en train d'avoir leurs fréquences attribuées, un petit peu de retard en France, dû à la crise sanitaire, mais c'est en cours. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels on commence à trouver une vingtaine de villes aux États-Unis où il y a des services 5G, je dirais, auxquels on peut souscrire. Des initiatives en Suisse, typiquement, également, où on trouve une ville où des services sont proposés par les opérateurs. Le propos de Christophe et moi sera de voir comment la 5G peut être utile pour nos clients industriels. Donc on va surtout parler de 5G privé, et non pas de 5G public, on a tous un téléphone portable, on sera content d'avoir des capacités supplémentaires, des téléchargements avec des temps de download et d'upload absolument extraordinaires. Donc le propos n'est pas de détailler tout cela, on va supposer que tout cela va arriver dans un temps plus ou moins important. Et on va surtout essayer avec Christophe de regarder les cas d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte pour les industries. Vous, en tant que client du retail, du manufacturing, patron d'usine, patron d'un magasin, responsable d'un laboratoire médical, qu'est-ce que la 5G pourrait vous apporter? Et en quoi elle peut bouleverser votre business model aussi, si vous vendez des produits connectés. Et je pense qu'au niveau calendrier, donc, a été annoncé hier donc, pour les opérateurs la campagne d'acquisition des fameuses licences 5G nationales s'ouvre le 29 septembre, c'est ce que j'ai cru lire hier. Voilà, donc le calendrier avance petit à petit, on dit c'est pour bientôt, la 5G en effet c'est pour bientôt. Les prochaines étapes en fin du mois pour nos opérateurs nationaux. Alors j'en profite pour poser une question à Christophe, puisque sur ce transparent vous voyez Edge, et souvent on a l'impression on associe les deux mots. Parfois on parle de 5G, parfois on parle de Edge, qui est un terme assez général. Donc je demande à Christophe de définir simplement qu'est-ce que c'est que le Edge au sens large, et qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de Edge 5G. Oui, c'est vrai qu'on a le Edge, 5G, IoT, etc. Ce sont des acronymes qui viennent ensemble. Donc le Edge Computing, souvent on dit. Et le Edge, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, le Edge, c'est la frontière, la bordure, le bord du précipice parfois, donc c'est quand on est au bout des limites. Donc le Edge, d'un point de vue on va dire, informatique ou télécom, c'est comment faire descendre les traitements. On a plein de traitements qui sont faits généralement, donc les fameux algorithmes qui analysent des images, qui analysent des sons, des datas plus ou moins structurés. Et ces traitements sont localisés sur des serveurs. Et on a vu dernièrement que beaucoup de ces traitements avaient été ramenés dans le cloud pour des raisons d'élasticité, d'efficacité, de coût, d'utilisation, etc. Et on se rend compte que le Edge, c'est un complément. C'est-à-dire qu'on va faire descendre ces traitements au plus près de là où il doit être exécuté et où l'activité se passe. Je prends l'exemple tout bête. Si je fais une analyse d'image pour détecter un défaut sur quelque chose et qu'il faut entraîner un arrêt machine, il est plus simple de faire tourner cet algorithme juste derrière la caméra qui regarde ses défauts en temps réel. Et une fois qu'on a vraiment identifié le problème, il faut arrêter l'automate industriel qui est juste à côté. Donc ça ne fait pas de sens de faire ce traitement à 6000 km, très très loin,
pour des raisons que des fois, il faut être sûr que la machine s'arrête. S'il y a un petit problème de communication ou ce genre de choses, c'est pas possible. Donc pour ces raisons de latence, de localisation d'informations en local, pour des raisons parfois de législation, etc. Donc le fait de ramener ces traitements au plus proche de où ils sont effectués d'un point de vue business ou de législation ou de plein de choses de réflexe, on va dire, c'est ça le edge. Donc le edge, c'est faisons descendre ces workloads, ces traitements, ces process, ces algorithmes au plus près de là où ils prennent sens. Alors au niveau, ce slide-là, c'est un récap complet donc de edge, parce qu'évidemment, s'il n'y a qu'un seul edge, bon, c'est un bon début, mais il y a plusieurs edge en fin de compte. Le premier, tout à gauche sur le slide, vous voyez, c'est ce qu'on comprend assez naturellement. Donc on fait descendre ces petits traitements, ces algorithmes, sur des devices, donc des boîtiers, des petits serveurs, et on va les faire tourner dans des containers. Pourquoi on les fait dans des containers ? Parce qu'il faut les gérer. C'est-à-dire que si on n'a pas cette containerisation, là c'est du Docker, technologie qui permet quelque part de packager donc l'algorithme, de le mettre de l'emballer quelque part, et après de pouvoir donc le déployer, le mettre à jour, etc. sur ces petits devices. La partie entièrement à gauche. Côté edge, enfin aussi edge device, on appelle ça comme ça. Donc attention quand même, ça peut être des environnements assez contraints, au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire des contraintes de puissance. On n'a pas forcément des puissances super élevées parce qu'à l'origine, il y a des problèmes d'autonomie électrique, etc. Donc ces systèmes-là sont assez légers et il va falloir optimiser comment on containerise, comment on manage ces algorithmes au niveau du edge device. Un écran intermédiaire, ce serait ce qu'on appelle des gateways ou des clusters. C'est un endroit qui ressemble plus à un serveur, on va dire pour les informaticiens. Donc on a un peu plus de capacité. On a souvent de la haute disponibilité, des possibilités de faire du load balancing, du failover, etc. Donc un environnement qui est beaucoup plus facile pour héberger donc ces containers. Et là, on change un peu de technologie, on passe plutôt sur la technologie type Kubernetes, donc où on va avoir beaucoup plus de gestion des containers, donc plus sophistiquée. Et on a une vue normalement qui est plus transverse. On est donc ça sur le côté Edge Cluster, Edge Gateway, deuxième étage de la fusée. Le troisième, on change un peu d'univers. C'est le côté, toujours Edge, mais on est au niveau du network. C'est-à-dire que là, on n'est plus côté device, côté, on va dire, terrain, on repart sur le côté réseau, donc plutôt niveau intérieur, réseau télécom. Et on va pouvoir mettre ces traitements également, alors on est au niveau du Edge, mais au niveau du Edge du réseau, mais plus au niveau du Edge côté device. Ce qui fait qu'un opérateur de télécom, par exemple, va pouvoir gérer des algorithmes de traitement des paquets, des images, des streams, audio, vidéo, etc. Et au lieu de le faire sur une technologie soit propriétaire, soit avec différentes possibilités, ça va être normalisé avec ces gestions de containers avec type Kubernetes et va pouvoir déployer au bord de son réseau, à lui, donc pour lui c'est ses antennes 5G par exemple, et ces traitements d'analytics vidéo vont être mis directement au bord du réseau, ce qui fait que l'analyse va être faite directement quand ça arrive sur l'antenne et ça repart en direct. Pas la peine de remonter très profondément dans le réseau télécom et d'occuper beaucoup de bandes passantes, d'énergie, et d'avoir des coûts qui vont avec. Et tout à droite, on retrouve le cloud classique. Donc à droite, on est vraiment sur le cloud, et tout à gauche, on est sur le edge, avec ces deux étapes intermédiaires, donc sur la gateway, et puis côté interne, plutôt sur le réseau, donc network edge. Et typiquement, pour faire le lien avec la 5G, vous voyez l'antenne ici. Traditionnellement, on parlait de Radio Access Network, RAN. Aujourd'hui, on parle d'Open RAN, qui se virtualise de plus en plus comme avec un serveur logiciel, qui va être au plus près de l'antenne. Donc on va passer d'une approche traditionnelle qui était un petit peu dure à faire évoluer avec des antennes fixes matérielles, certes il y avait toujours du logiciel, mais très propriétaire sur du hardware propriétaire, à des choses beaucoup plus standards. Et donc il y a des éléments logiciels qui vont être déployés sur l'ensemble de l'architecture. Et donc ça amène une question. La vraie question, c'est que non seulement il faut le concevoir, c'est une première activité, mais surtout il va falloir l'opérer, le gérer et garantir la qualité de service, parce qu'on est en train de parler de réseau télécom. Alors, justement, quel type d'usage, du coup, concret dans le secteur industriel ou ailleurs Alors, Serge, tu peux nous détailler donc, différents cas d'usage par secteur, parce qu'on voit que c'est multisectoriel. Alors, comme tu le dis, c'est multisectoriel. Ici, on a 8 vignettes. Chaque vignette égale une industrie. Et dans chaque industrie, on voit à chaque fois qu'est-ce qui est commun. Il y a, comme dit Christophe, il y a du device. Il y a une chose, Internet of Things. Donc, il y a une chose physique, de plus en plus intelligente, connectée,
avec du machine learning, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit tous les jours pour donner des capacités. Mais on voit aussi des opérateurs, enfin des utilisateurs qui sont connectés au réseau d'une certaine manière et qui vont faire des traitements au plus près du dispositif. Alors bien évidemment, tous les kiosques au sens large, terme anglo-saxon, dans la banque, la finance, sont carrément des mini data centers complètement, de plus en plus virtualisés, dans lesquels on va faire des traitements en temps réel pour avoir une réactivité, absorber la carte, etc. Les véhicules, communication véhicule à véhicule ou véhicule vers l'infrastructure. Typiquement, un véhicule va prédire une collision sur ce qu'il voit lui, devant, et il va transmettre cette information à un véhicule qui est derrière. Donc aujourd'hui, ça existe, hein, véhicule tout infrastructure. Avec la 5G et avec du edge embarqué, on peut supposer qu'on pourra atteindre des temps de réaction peut-être autour de la milliseconde, que c'est ça l'enjeu, c'est de travailler au niveau de la milliseconde. Donc on le voit dans le médical. Dans le médical, vous connaissez les grands cas d'usage, hein, opération avec un chirurgien qui téléopère à distance, c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'attentes aussi dans ce secteur. Super expertise du chirurgien à distance. Exactement, le télédiagnostic. Vous savez qu'un chirurgien qui opère à distance, j'ai un ami chirurgien, il me dit c'est pas mal, il fait des appendicites, mais il me dit on n'a pas de retour. Parce que quand vous touchez la peau de quelqu'un, vous avez un retour. Hein, et donc avec les bras du robot, on n'a pas forcément le retour. Donc on peut espérer peut-être qu'en réduisant la latence, en ayant comme ça une instantanéité, une transmission quasi immédiate sans fil, on peut améliorer typiquement ce genre de fonction. Distribution, on le voit sur les lignes d'assemblage, mais ça Christophe en parlera, c'est son sujet. Et puis dans le retail, avec le magasin connecté, l'expérience utilisateur, on me reconnaît, on propose un caddie personnalisé, etc. Donc je dirais chaque industrie va se reconnaître. Et comme l'a dit Christophe, on a parlé d'edge. Au départ, on parlait de 5G. On a été obligé ensuite d'introduire le terme edge, parce que le edge, lui, il va accumuler de la data, il va la traiter, il va peut-être en transmettre une partie de manière très performante, sans fil, sur les gateways et ainsi au cloud. Et puis on parle d'IoT, parce qu'il faut aussi collecter la data. En fait, la grande question, tout ça, c'est des technologies très prometteuses qui n'arrêtent pas de progresser. C'est comment on va les combiner pour en faire une solution, certes, mais une solution opérée et gérée. Alors, peut-être pour clarifier aussi, c'est ce qu'on a là, tu parles d'IoT de temps en temps, ouais. Et est-ce que c'est équivalent au Edge, etc. Donc il y a bien, donc on voit bien la 5G, donc on a parlé temps de latence, nombre de devices connectés, bande passante, énergie, etc. Donc par rapport à la 4G, donc on voit bien l'évolution. Donc le Edge, on a expliqué, c'est de descendre les workloads au plus près de là où se passe l'activité. Et l'IoT, la différence en plus qu'apporte l'IoT, c'est non seulement on va descendre ces algorithmes informatiques, on va dire sur des CPU d'exécution IT, on va dire classique, mais on va avec l'IoT toucher le monde physique. C'est ça ce qu'apporte en plus l'IoT. Donc c'est le fait non seulement d'avoir de l'exécution d'algorithmes au niveau du edge, mais ce edge-là avec l'IoT va carrément toucher un palettiseur, une machine, une remplisseuse, une voiture, un container. Et puis, vous touchez aussi les domaines physiques, donc des pressions, de l'humidité, de la température, etc. Donc, il faut bien comprendre que tout ça est bien complémentaire, quoi. On a vraiment la 5G avec toutes ces capacités nouvelles, le Edge pour gérer ces traitements, et l'IoT, qu'il soit industriel ou pas, hein, donc qui va connecter au vrai monde physique, qui paradoxalement, pour les gens du numérique, hein, est quand même le monde normal, hein, parce que dans la rue, on a vraiment des voitures, des containers, des lampadaires, etc., des lumières, ça c'est du physique, hein, c'est pas que de la data. Donc il faut relier la data avec le monde physique et avec toute les capacités de la 5G. Exactement. Et donc, c'est une transition idéale avec la partie suivante, puisque tu as cité des exemples d'inspection visuelle, d'algorithmes embarqués, tu as cité un palettiseur qui est une machine physique. On attend beaucoup de la 5G dans les usines. Il y a certaines idées reçues, et je pense que Christophe a expliqué, parce qu'on a l'impression qu'on va supprimer le câblage aussi. Hein. C'est pas si simple. Il y a peut-être d'autres cas d'usage un peu plus intéressants. Donc, je vais lui demander de nous décrire, dans l'industrie 4.0, quels sont les grands thèmes, quels sont les grands sujets qui pourraient bénéficier à la fois du Edge et de la 5G en même temps. Alors, c'est pas la 5G pour la 5G. Alors, c'est vrai qu'au niveau câblage, il y a une grosse question métaphysique. Là, c'est grâce à la 5G, je vais éviter le wiring. Donc, on va avoir beaucoup moins de câblage. Et c'est vrai que sur certains sites un peu compliqués, on peut se dire, je peux passer tout par la 5G. Moi, j'ai quelques affinités sur les câbles. Je suis désolé, c'est comme ça. Des bons câbles ou des bonnes fibres optiques, c'est pas mal non plus.
Alors, pour enlever l'ambiguïté, on va dire qu'il y a des cas où la 5G est évidemment intéressante. Typiquement, les robots, c'est-à-dire que les robots qu'on appelle AGV, donc Automated Guided Vehicle, ou bien AMR, c'est-à-dire Autonomous Mobile Robot, donc ils sont des robots qui, dans l'usine, maintenant, sont assez sophistiqués parce qu'avant, on les comparait un petit peu à des trains, on va dire qu'il y a d'un point A à un point B, avec un schéma bien défini, la fameuse ligne jaune où il fallait suivre, ou bien la ligne rouge, la ligne bleue, etc. Donc ça, c'était il y a 10-20 ans. Maintenant, les robots sont comme des taxis. C'est-à-dire qu'on dit à un robot, tu vas aller 19, rang 4, prendre telle palette, et tu l'amènes dans l'entrepôt B, rang 38, et il se débrouille. C'est-à-dire qu'il sait comment aller à la ligne 19, il sait comment aller à l'entrepôt. Si entre-temps, il y a changement parce qu'il y a quelque chose qui tombe au milieu, ou il y a une allée qui est fermée, il s'adapte. Et s'il a un problème de poids, etc., il s'adapte. Ces robots-là, le véhicule, hein, on travaillait beaucoup avec Omron, par exemple, donc des quantités d'objets industriels qui vont de 100 kg à 1,6 tonne. Donc ils sont capables, en toute autonomie, de véhiculer ces charges industrielles. Et pourquoi je parle des robots ? Parce qu'un robot, évidemment, là ça va être super clair, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui mettre un câble, une fibre optique derrière chaque robot. Donc forcément, le robot mobile, il va être en radio. Par nature. En radio. Et radio avec une bonne latency pour des raisons de sécurité, que si à un moment donné, ça arrive trop doucement, les communications, il y a peut-être impact sur un poteau, impact sur un objet produit fini, donc impact, et puis impact touche sur le people, donc dangerosité quelque part. Donc il faut que ça réponde, on va dire, avec des latencies très très faibles, et c'est là où la 5G apporte cette communication radio, de manière à gérer l'ensemble de la flotte des robots, parce qu'il y a une augmentation phénoménale du nombre d'objets qu'on peut connecter sur des antennes 5G, donc fiabilité, etc., etc. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, on ne va pas le faire en filaire. Même avec une super fibre optique, ça n'a pas de sens. Et puis de toute façon, on ne va pas non plus brancher sur l'énergie autonome, etc., etc. Donc les robots, les AMR, la 5G, c'est le bon candidat. Après, il y a plein de, comme on disait, les algorithmes qu'il va falloir que l'on puisse déployer au niveau du edge, donc sur le device. Là, c'est pareil. On a des algorithmes de traitement visuel, traitement acoustique, qu'on va ramener au plus proche donc, de l'activité et qu'on va pouvoir déployer sur le réseau donc radio, 5G et l'amener donc en exécution au plus près donc, des objets. Il y a pas mal de choses qu'on va faire. L'analyse vibratoire, pareil. Le technicien augmenté, aussi le technicien augmenté, c'est le fait d'avoir un technicien qui n'a pas forcément toute la documentation avec lui sur place et toute l'expertise. Néanmoins, il a un collègue, un ami, c'est le fameux appel à un ami, qui lui est resté au bureau, ou chez lui en ce moment, hein. Mais néanmoins chez lui il a accès à un gros PC avec 2 gros écrans, Full HD, 4K, les 600 000 PDF dans tous les sens, etc. Ce que n'a pas le technicien quand il est dans un tuyau en haut d'une antenne, etc., sur un poteau. Et là, il aimerait bien discuter avec son collègue. C'est là où le 5G devient intéressant. Il peut se prendre un casque ou une lunette et projeter en streaming directement ce que lui voit, en réalité augmentée, envoyer l'image à son collègue et discuter, est-ce que c'est cette pompe-là, est-ce que c'est ce bouton-là, cette couleur-là, etc. Et lui, il regarde à distance. Et donc, c'est pas impactant, parce que s'il n'a pas ça, ce qui se passe, c'est qu'il va rentrer au travail, il va lire sa documentation, il va revenir, repartir, etc., etc., aller-retour. Donc, c'est pas très sympathique pour lui d'un point de vue activité professionnelle, c'est pas sympa pour son client. Et puis pour l'efficacité financière, c'est pas bon non plus. Ça consomme des ressources, du gasoil, etc. Donc c'est pas bon pour la planète. Tu as mentionné un technicien qui justement en ce moment ne peut pas aller sur site. Et on sort d'une crise où on a compris que dans les usines, il y avait moins de personnel. L'automatisation, c'était pas toujours au rendez-vous. Il y avait les distanciations sociales. Il y a quelques exemples par rapport au Covid. Alors, dans les usines, on a fait une fixette un peu sur les automates industriels, les fameux PLC, etc., les machines. Il n'y a pas que des machines dans les usines, il y a aussi des people, donc des gens, opérateurs, techniciens de maintenance, managers, responsabilité de production, etc., etc. Donc, il y a quand même pas mal de personnel. Donc, comment on va faire pour sécuriser donc, ces sites industriels ? Parce que les gens vont devoir, on va dire, hein, pour que tout ça fonctionne, pour pas qu'il y ait d'arrêt de production. Parce que actuellement, ce qu'on évite de faire, c'est d'arrêter un site industriel. Si on arrête un site industriel, parfois c'est très difficile à redémarrer. Et donc le but, c'est d'avoir un service minimum pour pas qu'il y ait interruption donc, sur le site. Donc les gens vont retourner dans ces sites et il va falloir donc assurer leur sécurité au niveau donc santé, donc la fameuse distanciation sociale. Pour ça, on a des solutions, donc avec des devices embarqués, avec leur consentement, hein, donc qui vont un petit peu traquer les distances en temps réel et prévenir l'employé en lui disant voilà, là actuellement tu es trop proche de ton collègue qui est juste à côté, et on te notifie. Alors ça c'est très bien, on va dire, à prime abord, mais c'est pas ce qu'on cherche à faire complètement.
ce qui est bien avec ces systèmes-là, donc on monte cette information-là, de manière sécurisée, pareil, voilà, en radio, et on va avoir une cartographie du site industriel qui va nous dire, par exemple, eh ben, au niveau des vestiaires, au niveau de la cantine, au niveau du couloir sud-sud-est, on a toujours le même problème. On a beaucoup de problèmes au niveau du vestiaire. Donc voilà. Donc au niveau du gestionnaire, en fin de compte, il va pouvoir se focaliser et pour assurer la sécurité de ses employés sur le site. Et là, c'est data-driven, hein, parce que tout vient par l'exécution. Voilà. Ah, donc là, on a d'autres exemples d'algorithmes qu'on peut mettre au niveau du edge. Donc celui qui est à gauche, voilà. Qui est à gauche, c'est une des rayures de peinture. Hein. Dans la peinture, j'ai appris plein de choses. Il y a plein de critères et de dimensions. Quand vous voyez une bonne peinture sur une voiture vernie, etc., et on se voit dedans, c'est pas naturel. Ça demande beaucoup de travail. Et rapidement, il y a des défauts sur les peintures. Les peintures, au-delà de la carrosserie rayée ou des trous, des impacts, etc., il peut y avoir de la peinture qui perle comme ça, qui grêle. C'est assez fréquent. Et si on ne gère pas ces défauts, on peut avoir 15 à 20% donc de défauts sur la qualité de la peinture sur certains modèles de voitures. Donc il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que dire à quelqu'un décrivez-moi une rayure, décrivez-moi une peinture qui perd, etc., c'est pas évident. Il n'y a pas des lignes, des traits, des points. Enfin, donc on le fait avec du machine learning. Le machine learning, c'est quoi? On va prendre une collection, on va dire, de catastrophes industrielles, c'est-à-dire un ensemble de pare-chocs ou de portes qui ont été ratées en peinture. Et l'algorithme va apprendre comme nous, comme un étudiant, avec toutes ces catastrophes, et donc va stabiliser son apprentissage. Donc, et ces phases d'apprentissage vont lui permettre, par la suite, quand il est face à quelque chose d'analogue, de dire voilà, hop, je suis encore face à une peinture qui a perlé, et donc c'est un défaut qu'il ne faut pas laisser passer. On fait ça sur les disques de frein, sur pas mal de pièces mécaniques qui peuvent avoir des problèmes de soudure. C'est-à-dire s'il y a une soudure qui est fendue ou qui est mal faite, à court terme, il n'y a pas de problème. Après, pour des raisons de vibration, d'utilisation, la pièce va commencer un petit peu à rentrer en friction et puis avoir des problèmes. Donc là, on le voit, c'est des frictions des moteurs de pales comment ça s'appelle? Une turbine. Des turbines, ouais. Des éoliennes. Des éoliennes, c'est comme ça en français, ouais, des éoliennes. La pale peut se casser, ouais. Si on a des problèmes vibratoires, donc là c'est pareil, l'algorithme qui va surveiller les vibrations donc, du moteur donc, de l'éolienne, il va tourner dans l'éolienne. C'est pas la peine de le faire tourner plus loin. Pour des raisons de sécurité, il va être au plus près de là où peut arriver l'événement. Quelles que soient les conditions, on va dire, autour de l'éolienne, elle est en autonomie. L'algorithme va être sur ces capteurs IoT, on est sur de l'IoT donc dans le matériel de l'éolienne. Il y a des vibrations normales, on va dire, dans tout système il y a des vibrations, et puis il y a des vibrations qui ne sont pas comme d'habitude, donc anormales. Donc si par apprentissage, on cale son modèle sur on va dire, quelque chose de tout à fait standard et normal, ça tourne toute la journée, et puis dès qu'on a quelque chose qui est différent d'habitude, c'est comme nous, hein, généralement notre voiture, quand on se met dans notre voiture le matin, on la démarre, on n'a rien appris de spécial, mais on entend un bruit qui ne nous est pas familier, quelque chose de différent d'habitude. Généralement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc l'algorithme va faire pareil. Donc l'algorithme va soit se mettre en mode alerte et puis anomalie, donc arrêter petit à petit l'éolienne, ou soit envoyer une notification donc, au technicien et à la plateforme de maintenance pour lui dire attention, il faut regarder cette éolienne-là en particulier, parmi les 3843 éoliennes du champ, celle-ci fait quelque chose d'inhabituel et généralement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et très souvent, avant que la pale casse, il faut réagir avec une vitesse qui peut atteindre la microseconde, une micro-milliseconde. Et donc, on fait ce qu'on appelle du streaming dans le edge, c'est-à-dire on travaille en mémoire à haute performance, de manière à pouvoir envoyer un ordre au contrôle commande et arrêter la pale. Ouais. Serge, est-ce que tu peux détailler peut-être un autre exemple sur le edge, l'IoT et puis le fameux machine learning? Voilà, alors on voit le côté implémentation, la solution. Donc pour les techniciens et ceux qui sont intéressés par fabriquer ce genre de solution, vous avez ici un process assez classique. On a une station d'inspection visuelle à gauche avec un opérateur qui vérifie sur des ordinateurs en bas, vous voyez des machines, que les broches ne sont pas cassées sur l'arrière de la machine, que l'étiquette est mise, que comme l'a dit Christophe, il n'y a pas de rayures ou qu'il n'y a pas un choc ou une petite bosse, etc. Peu importe, comme il dit, les catastrophes industrielles.
Donc on est sur un process qualité ici. Hein. Et donc on veut détecter avec une caméra, connecter un Jetson TX2 à l'aide d'un modèle qui va être développé sur la partie droite. Donc on va développer des modèles, c'est la fameuse partie data science. On utilise des algorithmes, des réseaux neuronaux, on va utiliser le framework du marché le plus performant ou celui que vous connaissez. Donc on va entraîner ces modèles sur des exemples de manière off, et ensuite, une fois que le modèle est validé, qu'il a un bon taux de prédiction, on est satisfait, on va le pousser, les anglo-saxons disent on provisionne le edge provisioning, c'est le terme qu'on emploie. Il y a un petit bout de code qu'on appelle un agent qui va être sur le edge, ça c'est la solution technique, et qui va gérer les mises à jour du modèle, le mode déconnecté, les versions, revenir en arrière d'une version. Il y a quand même du travail à faire, hein. Et c'est du travail d'infrastructure, c'est du travail d'opération, d'administration, de surveillance. C'est super important. L'idée, c'est pas de faire un modèle et puis et ça s'arrête pas là. Il y a un cycle de vie à gérer. Donc vous voyez ici un process complet. Et bien sûr, si un jour le modèle ne prédit pas bien ou on a un type de défaut qui n'est pas connu, il faudra réentraîner le modèle, modifier ce qu'on appelle les hyperparaméteurs. Ça, c'est le monde de la data science. Hein. Faites ça avec votre framework préféré. Mais ensuite, ce modèle, il va falloir le repousser. Et donc, l'agent va aller chercher la nouvelle version et va le mettre dans la carte Jetson TX2 et on va repartir en production. Alors, toutes ces technos-là, je ne rentre pas dans les détails, Christophe a lancé quelques mots-clés. C'est fait aujourd'hui avec des containers, c'est fait avec des modèles de data science, et c'est fait avec surtout une infrastructure qui va permettre de gérer tout ce que j'ai dit, parce que dans tout ce que j'ai dit, il y a quand même de la complexité technique, gestion de version, gestion de configuration, mode déconnecté, le hacking, les menaces de sécurité, et ça c'est géré par l'infrastructure chez nous sur le socle OpenShift Red Hat avec un mode déconnecté dans le device, mais je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à regarder les dernières versions, les dernières annonces de Red Hat sur justement ce type d'architecture. Alors un petit mot maintenant, et après je demanderai à Christophe de terminer sur comment on démarre pratiquement, assez rapidement. Le edge est naturel chez les opérateurs telco. Donc juste, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui viennent du monde télécom, qui travaillent chez des grands opérateurs ou des fournisseurs d'équipements, très rapidement, juste de dire que les opérateurs sont en train de transformer leurs architectures de 4G à 5G. Ils sont en train de les virtualiser à base de containers, de logiciels. Pourquoi ils font ça? Parce qu'avant, les architectures telco, ce qu'on appelle les Radio Access Network, les MCM, le multiplexage, ce genre de choses, c'était des éléments hardware. Et on les mettait dans un endroit donné. Et quand il y avait du logiciel, c'était de la VM. Et la VM, vous savez que c'est pas très souple. Hein. On avait les machines virtuelles. Donc aujourd'hui, on vise encore un étage supérieur d'indépendance vis-à-vis du hardware. Et on vise surtout à avoir ce qu'on appelle des antennes radio ou des points de présence ou des gateways, comme l'a dit Christophe, full software-based, entièrement virtualisés, entièrement basés sur du logiciel. Et pour cela, les opérateurs telco sont très intéressés par des technologies telles que OpenStack, OpenShift, Kubernetes et Docker. Donc ils sont en train de reconcevoir leur plateforme telco. Alors évidemment, vous, en tant que client du service 5G, c'est pas forcément ça qui vous intéresse. Mais vous pourriez très bien dire, moi je vais acheter une fonction réseau chez un opérateur, le firewall, le crypting chez un deuxième opérateur, je vais acheter le control plane, le user plane, le data plane, et je vais composer mon propre point de présence. Imaginez que vous soyez un constructeur automobile et que vous vouliez créer des points de présence multi-opérateurs dans un pays donné où vous ne pouvez pas avoir accès à ces opérateurs. Eh bien, vous pourriez leur demander, vendez-moi les fonctions réseau, et je vais les orchestrer, je vais les gérer, et j'ai demandé à un acteur de l'IT de le faire. Donc c'est une énorme transformation qui s'opère dans le monde des telcos. Ce n'est pas le sujet du propos qui est là, mais sachez qu'ils vont utiliser les mêmes technologies qu'on utilise nous dans l'IT. C'est pour ça qu'on parle de convergence entre le monde des télécoms et le monde du data center. Alors, d'un point de vue pratique, ça va se faire en passant des containers, enfin des VM aux containers, c'est ce qu'on voit sur ce transparent. Bon, ça, c'est la partie, je dirais, technique, c'est comment ça va se passer en dessous. Et là, on voit ici, pour terminer, une architecture d'un point de présence avec 5G, avec l'orchestration des fonctions réseau. Donc, les fonctions réseau sur la couche du milieu, qui se base sur une plateforme d'orchestration, qui se passe, il y a quand même du hardware, évidemment, un minimum. Mais pour rendre le hardware indépendant de la couche d'orchestration et des fonctions réseau, alors, le monde telco est très normalisé, hein, vRAN, VIM, VEPC, NVF, etc. Donc ça, c'est les fameuses fonctions réseau, telco. Elles sont écrites sous forme de logiciels, elles sont livrées sous forme de containers, on les orchestre,
on les démarre, on les arrête. Quand il y en a une qui tombe, qu'est-ce qu'on fait pour garantir que la bande passante soit là, comment on gère les certificats, enfin il y a plein de choses à faire. Eh bien, une plateforme d'orchestration qui va permettre de gérer ce point de présence. Donc aujourd'hui, ça s'appelle un POP, un point de présence. Nos opérateurs telco sont en train de les construire. Et vous, chers clients, enfin les clients industriels, vous pourriez décider de bâtir votre propre point de présence et de le mettre sur vos infrastructures informatiques. C'est ça la nouveauté. C'est qu'il n'y aura plus le data center telco, il n'y aura peut-être plus le data center IT. Peut-être qu'on pourrait en faire qu'un seul et ainsi mutualiser les coûts et surtout simplifier l'administration. Voilà, donc je ne détaillerai pas les solutions. IBM a des solutions qui permettent de gérer les fonctions réseau, de les orchestrer. L'ensemble des solutions regroupées sous un terme générique qui s'appelle Telco Network Cloud Manager. Ce sont des fonctions qui couvrent le cycle complet du développement de la fonction réseau et qui sont développées et qui sont utilisées par des fournisseurs d'équipements telco et qui peuvent être aussi utilisées par un client qui souhaiterait bénéficier de la qualité de service de plusieurs opérateurs en même temps. Il faut les orchestrer. Après, l'opérateur, en général, vient avec son orchestrateur. Mais maintenant, la tendance aussi, c'est d'avoir des orchestrateurs de cette génération-là, fournis par les constructeurs informatiques tels qu'IBM. Voilà, donc énormément de partenaires dans l'écosystème IBM autour de la 5G. Vous les avez ici affichés sur Transparent. Il y a beaucoup d'initiatives 5G privées, ce qu'on appelle des démonstrateurs de technologie dans différents pays, des 5G privés qui commencent à s'installer dans les usines, comme l'a dit Christophe, où il faut assembler la gateway, aller chercher le service, gérer l'orchestration justement, développer le workload de la data science. Donc c'est des beaux projets, financés parfois par les États, financés aussi par le privé, ça dépend, et donc qui préfigurent un peu ce qui va arriver relativement rapidement. Donc, je vais juste terminer un mot sur les solutions. Beaucoup de solutions de type Edge, donc qui permettent de gérer justement tout ce process pour faire tomber le workload, faire tomber le traitement au plus près du Edge, viennent du monde open source. C'est là j'ai une question, Serge. Comment marche cet écosystème? Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de logos, là, de compagnies. Donc, comment tout le monde arrive à s'accoster? Alors, tu as raison. Quand on montre ce transparent à un client, alors on voit qu'il y a 20 projets Edge. On voit ici que tout le monde participe, Nokia, ARM, IBM, Intel, Amazon. Il y a une fondation qui s'appelle LF Edge. Mettons-nous à la place de nos utilisateurs et je vais directement sur le How to Start. Comment on pourrait... On a pas mal de standards donc, implémentés donc, par le Linux Foundation Edge, qui est intéressant d'aller voir, avec pas mal donc, de capacités logicielles qui ont été mutualisées en open. Alors après, il faut aller vite. Donc pour aller vite, comment on fait? Parce que tout ça, c'est bien, mais souvent, on peut y passer toute l'année, on va dire. Et si on va aller vite, ce qui vient, c'est sur le cran suivant. Donc le cran suivant, c'est le packaging. Donc c'est stack. Encore une fois, containerisé, alors mis en élasticité avec des systèmes de containers, Kubernetes, etc., managé complètement type OpenShift, pourquoi pas en hybride cloud, c'est-à-dire on the edge sur un serveur. Dans un hardware. Donc dans un hardware complet, donc on arrive avec la stack. C'est pas un hardware banalisé. Non. Et celui-là, on le met sur un site industriel ou sur un site qui gère de l'énergie, et il est complètement intégré déjà, et on n'a plus qu'à le brancher. Ça peut être assez puissant, on va dire, en termes de CPU, etc., de puissant, ou bien quelque chose de quand même de relativement plus léger. Bien sûr qu'il n'y aura pas la même élasticité et la même haute disponibilité, mais néanmoins qu'il va falloir faire, sur lequel on pourra déployer ces workloads au niveau du Edge. Et on a deux exemples ici qu'on a bâtis avec nos partenaires pour des clients, un exemple IBM, un exemple non IBM, de machines complètement intégrées. Alors maintenant, moi, je me mets dans la peau du responsable de site industriel ou d'usine ou du directeur informatique en charge de l'usine. Et j'ai envie de demander, OK, tout ça c'est très bien. Je vois le cas d'usage. Maintenant, comment je passe en production et surtout comment je teste, comment je gère le changement vis-à-vis de mes opérateurs. Est-ce qu'on fait une démarche top-down, bottom-up? Comment on s'y prend? Alors, pour avoir la bonne valeur, donc c'est le fameux design thinking qu'on connaît, mais là on va faire sa version industrielle, c'est-à-dire qu'on va faire du design thinking et on va intégrer donc les utilisateurs finaux, c'est-à-dire l'opérateur de ligne, le technicien de maintenance ou tout utilisateur qui va devoir donc transformer son métier, parce que là on parle quand même de transformation digitale industrielle.
Transformation parce qu'on change la façon dont les gens travaillent. Digital parce qu'on y pousse du numérique. Digital en français, c'est numérique. Et puis industriel parce qu'on le fait dans des environnements qui est soit une usine, soit un site industriel ou ce genre d'environnement. Donc, pour le réussir, il faut partir sur le design thinking avec les utilisateurs finaux dès le début pour vraiment capter la valeur et être sûr que ce que l'on fait est réaliste et vraiment va être utile. Après, on l'éprouve en agilité ensuite. Durant la réalisation, on va donner une première version rapidement à un utilisateur et quelques jours après, pas quelques semaines ni quelques mois, quelques jours après, on va avoir un retour et une nouvelle version qui va permettre d'être sûr qu'à la fin, on n'a pas l'application qui est développée par le projet, mais plutôt leur application aux opérateurs. L'opérateur travaille sur l'application et il a son application à la fin. Ce n'est pas l'application de l'IT, c'est l'application de l'opérateur. Ce qui fait qu'in fine, au niveau de gestion du changement, il n'y en a pratiquement pas parce qu'elle est faite en pointillé, elle est depuis le début. Et on est bien aligné sur l'utilisateur final. Donc ça, c'est des énigmes. Pour aller plus vite, on a fait, Serge. Oui, alors tu es en train de dire on fait du design thinking. Au bout d'un moment, il faut vite aller mettre les mains dans les équipements, parler aux opérateurs. Mais il y a un ordre, il y a un chemin. Est-ce qu'il y a une méthode? Oui, il y a un chemin. Alors, on a fait le Fab Lab à Bois-Colombes, là, chez IBM, pour pouvoir, avec nos partenaires industriels, donc pouvoir assembler les solutions avant de rentrer en usine. Pour aller plus vite. C'est complémentaire du showroom qu'on a également, où on peut voir les solutions pour inspiration, donc ça c'est JSC. C'est complémentaire du studio où on refait en fin de compte le métier, et on change le métier de demain. Et c'est complémentaire donc, de la Scale Zone où on trouve donc des startups qu'on peut intégrer dans les projets. Donc le Fab Lab, il est là pour avoir un endroit où, avec les partenaires et les clients, on peut assembler ces solutions, les tester avec des vraies portes de voiture, encore une fois, avec des vraies pièces automobiles, sur des vraies caméras industrielles, et pas les mêmes caméras comme on a à la maison, et avec les vrais algorithmes qui tournent sur du vrai hardware au niveau du edge. Et une fois que ça fonctionne dans le Fab Lab, on peut mettre tout ça dans le coffre, j'allais dire, aller sur le site industriel, le déployer, dézipper, on peut le dézipper et le brancher directement dans l'environnement industriel parce qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'on a au Fab Lab et ce qu'on a sur site industriel. C'est les mêmes automates, c'est les mêmes optiques, c'est les mêmes cartes graphiques, c'est les mêmes workloads, c'est les mêmes containers. Donc voilà. En gros, c'est le chemin pour sécuriser et accélérer donc, cette transformation digitale industrielle donc, qui utilise donc, de l'IA, des workloads au niveau du edge. Et bientôt de la 5G. Et de la 5G, oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on va peut-être prendre des questions dans la salle, s'il y en a? Oui. Ah, j'ai une question à vous. J'arrive. Il faut couper. Vas-y. On va remettre notre caméra. Bonjour, Andrea Capellini à Raimond. Quand je regarde les cas, on est des industriels, on travaille dans l'automobile. Quand je regarde les cas d'usage un peu que vous présentez pour la 5G, je me dis que la plupart de ces cas d'usage, quand on revient sur une industrie, ils sont déjà couverts aujourd'hui. Par exemple, les AGV, ça marche avec du Wi-Fi. Les contrôles d'image, ça se fait avec des caméras industrielles, c'est pas avec un opérateur avec un téléphone mobile qui se balade à l'usine, mais on a des zones avec de la lumière structurée où on a du contrôle et les caméras sont déjà reliées avec de vieux câbles réseau, mais qui font l'affaire. Qu'est-ce qu'ils devraient nous pousser à passer à la 5G? C'est quoi les avantages qu'on ne pourra pas couvrir avec les technologies existantes? Alors pour les câbles, je suis pareil. Moi, c'est-à-dire que s'il y a un câble qui est déjà tiré et qui fonctionne très bien, bon, c'est pas celui-là qu'on va migrer en 5G, parce que moi, je suis très fan des câbles aussi. Néanmoins, la 5G est intéressant et ça dépend du site, ça dépend en effet de l'historique. Si vous êtes une start-up, etc., c'est différent. Si vous êtes un industriel automobile depuis 50 ans, 70 ans, vous avez un héritage, on va dire, sur le site industriel. Donc en effet, on ne va pas migrer tout en 5G. Maintenant, on a vu chez certains de nos clients, même dans l'automobile, ou au niveau des AGV, par exemple, où il y avait saturation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes avec même en Wi-Fi, vous avez cité le Wi-Fi ou du LP WAN ou d'autres technologies radio qui peuvent être à saturation. C'est-à-dire quand on a 15, 20, 30 AGV, ça passe. Si on en met un peu plus, ça sature. Donc ça fonctionne quand même. Mais on est quand même moins serein. Il peut y avoir des zones sur le site où il y a problème. Ça dépend de la configuration de votre site aussi. Si votre site il fait 1 km de long sur 800 mètres de large, en Wi-Fi, ça demande un effort assez important pour poser ces fameuses antennes, parce que généralement, vous allez avoir un peu de métal, des poteaux, etc. C'est pas un terrain de football, l'usine. Donc, il y a pas mal de collisions et de perturbations radio.
Donc il va falloir multiplier le nombre d'antennes. Donc ça fonctionne, mais vous allez mettre un nombre impressionnant d'antennes de Wi-Fi. En 5G, vous aurez beaucoup moins d'antennes à poser. Donc la latence aussi. Parfois, vous pouvez avoir des problèmes de latence. La 5G est beaucoup plus rapide à ce niveau-là. Donc il n'y a pas forcément de... L'idée, c'est pas de dire migrer tout en 5G, c'est formidable. Il y a plein de choses qui ont été faites il y a 10 ans, ça va rester en l'état. Il n'y a pas besoin de migrer en 5G. Mais il y a parfois, pour des raisons d'élasticité, c'est-à-dire de scalabilité dans ce que vous faites, si vous multipliez vos AGV par 2 ou par 3, vous pouvez arriver vers la saturation. Et dans ce cas-là, l'utilisation de la 5G va vous améliorer la latence, la gestion de nombre d'objets. Oui, Christophe a dit un truc important, la densité d'objets connectés. Imagine, vous fassiez de l'analyse vibratoire. On a, dans le Fab Lab de Christophe, on est là, il y a des capteurs qui peuvent analyser les vibrations, et là on parle de microsecondes. Imaginez qu'il faille corréler 2 capteurs sur un edge, ça va être compliqué en Wi-Fi, parce qu'on va balancer une trame assez grosse toutes les millisecondes. Donc ça pourrait être un cas d'usage intéressant dès l'instant qu'il n'y a pas de perturbation électromagnétique, etc. Mais l'instrumentation additionnelle, on attend beaucoup, parce que dans les usines, il faut souvent rajouter des gateways ou des capteurs pour acquérir ces fameuses données qui manquent, pour faire les corrélations, etc. C'est un peu toujours la même histoire. D'autres questions? Moi, j'en ai une quand même. Vous avez parlé tout à l'heure de déploiement et des achats de licences en France, là. Si un industriel aujourd'hui il a un projet que tester des choses en disant tiens, je vais tester du Edge chez moi et je vais tester la 5G, c'est possible aujourd'hui en France ou il faut vraiment attendre d'avoir l'attribution des licences? Il y a des autorisations d'expérimentation 5G. En exception. Donc, on peut faire des expérimentations. Donc, il faut le faire. Donc, nous, on le fait là au Fab Lab IBM. On a fait de l'expérimentation donc 4G private et 5G. Donc, il faut regarder avec l'ARCEP, etc., demander des autorisations. Et pour l'instant, on n'a pas le droit d'avoir un réseau 5G, etc., en dehors de ces expérimentations. Donc, on les fait à plusieurs. Mais on le fait concrètement, c'est-à-dire que là, on est un petit peu en avance et on se prépare à l'ouverture. Donc, en effet, le 29 septembre, on va voir ce que ça donne. Après, nous, on n'est pas opérateur télécom, ni Serge ni moi, côté IBM. Donc, il faudrait après plutôt discuter ça avec les opérateurs télécoms. Merci. Pas d'autres questions? Je vous propose qu'on clôture là. Merci. Merci à vous. Merci pour votre présentation. Et puis à bientôt. Ok, super, merci. Merci à bientôt. à toute l'audience et bon FIDO. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir. Bon FIDO, au revoir.